Coucou les amis, bonjour, comment allez-vous? Bon bah moi ça va, alors j'ai fait un peu de la couture, donc je continue de faire la correction du livre, donc j'ai terminé de faire tous les chapitres, le sommaire a été créé, j'ai également, en fait tous les chapitres sont déjà faits, bien sûr j'ai rajouté quelques chapitres comme d'habitude, et donc ça va. Je vais dire ça va, je ne vais pas me plaindre. Donc, j'ai fait un peu de la couture, parce que il y a quelques jours, je crois que c'était le week-end dernier, j'étais à Paris, et j'avais eu tellement froid que j'ai été dans un magasin, je pense que pour des personnes qui aiment Paris, je vais un peu parler, je vais un peu vous dire où j'étais. Alors, j'étais au marché Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous savez, si vous venez à Paris, il faut aller au marché Saint-Pierre pour voir, c'est un marché des tissus. On va en plein nez. En fait, il n'y a que des magasins de tissus là-bas. Et donc, j'ai été acheter un tissu, mais grand comme ça, pour mettre à mon cou, tellement j'avais eu froid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, samedi dernier, il y avait un froid incroyable. Et donc, ouais, ben, j'ai mis, voilà, j'ai acheté donc ce tissu. En fait, c'est ce tissu que j'avais acheté pour faire un châle, afin de ne pas avoir froid. Et donc, hier, j'ai décidé de faire un peu de la couture. Regardez, c'est très beau. Moi, je trouve que c'est très bien. Et c'est super chaud. Il n'y a même pas besoin de mettre un manteau. Surtout pour moi qui suis une personne super frileuse, j'ai toujours un manteau en fait. Je suis super frileuse et là avec ça, je vous rassure, franchement c'est super chaud, c'est top. J'ai pas mis un manteau de la journée. Alors je n'ai pas cousu qu'une pièce, j'ai cousu plusieurs pièces. Comme ça pour avoir chaud tous les jours parce que j'aime bien moi avoir chaud. Voilà. Donc les amis, si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, je vous ai donné les nouvelles, excepté ces nouvelles, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, donc je ne peux pas inventer des bonnes nouvelles, non, bah, non, il n'y a pas d'autres nouvelles. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envie de faire cette vidéo et donc je dois vous donner les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Je sais que récemment, vous avez peut-être écouté ma vidéo dans laquelle j'évoquais la question de la délinquance. Et cette question, elle est récurrente au sein de la société parce que nous en sommes tous et toutes confrontés. J'ai tenu absolument à refaire cette vidéo parce que le livre dans lequel j'écris, nous sommes parvenus à étayer la question de la délinquance avec beaucoup plus de précision, mais je voulais ici interpeller un autre point de vue. Je pense que ça existe déjà parce que sûrement je n'ai besoin de rien créer, mais je vais citer ceci pour compléter cette question de la délinquance que je trouve gravissime à travers le monde entier. Récemment, dans une des vidéos, je parlais de la similitude politique qui nous amenait à comprendre à quel point la politique de nos jours est... En fait, la similitude politique, c'est généralisé. De partout, aujourd'hui, nous rencontrons exactement ces problèmes partout. Il n'y a plus un seul endroit dans le monde où ces problèmes, où cette similitude politique, on ne la trouve pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on doit comme on dit souvent en langue française, nous dégonfler. C'est justement au moment où il y a des problèmes que nous devons affronter les situations. Et d'ailleurs, je ne vais pas oublier de citer la question française qui est dans l'actualité en ce moment, mais je dois déjà commencer par cette question pour compléter l'évocation de la délinquance dans ma précédente vidéo. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je sais que l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies a décidé, donc l'ONU, a décidé d'intervenir en Haïti pour apporter un climat de sérénité, de tranquillité. J'espère, parce que c'est vraiment louable. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle et surtout une nouvelle porteuse d'espoir parce que nous avons vraiment besoin que
de savoir qu'à quelque part dans le monde, que les nôtres soient en paix, que les nôtres ne soient pas dans la détresse que subit Haïti. Vous connaissez un peu la situation de Haïti. C'est qu'Haïti, c'est un pays, mais dans ce pays, il y a un milliardaire. Et donc, personne n'a le droit de devenir milliardaire. C'est ce milliardaire-là qui règne en chef, en maître, en tout ce qu'on veut. Donc, les Haïtiens eux-mêmes n'ont pas le droit de devenir milliardaires dans le pays. Et je vous signale que si vous allez regarder, vous allez voir que ce milliardaire-là n'est même pas un Haïtien. C'est-à-dire que si ce milliardaire est arrivé en Haïti il y a quelques années, en fait, ce n'est même pas un Haïtien. En fait, il s'est fondé une sorte d'empire sur cette île, et donc il y vit, il règne en maître, et donc il fait ce qu'il veut. Les produits sont à lui, tous les commerces lui appartiennent, toutes les industries sont à lui, donc les Haïtiens sont soumis à son pouvoir, et donc c'est à lui de faire tout ce que... en fait, il commande en maître. Peut-être que, bon, n'allons pas dit peut-être, on connaît un peu les régimes de la dictature, parce que si dans tout un pays comme Haïti, personne d'autre ne peut devenir milliardaire, excepté un milliardaire, ça veut dire que c'est simplement un régime autoritaire qui vit, d'autant plus que nous savons que un des présidents qui s'était levé et qui avait voulu défendre Haïti s'est retrouvé, en fait, ils l'ont tué pour une raison absurde, c'est que Jovenel Moïse n'avait pas le droit d'intervenir sur cette question ou encore de mettre la paix dans le pays d'où il est né, dont il appartient. Et donc ces gens sont entrés dans une sorte de mécanisme pour le démolir. Rappelons-le, le message que nous portons aujourd'hui et que nous défendons avec beaucoup de fermeté, c'est un message qui a été porté bien avant nous. On sait que toutes les personnes qui ont essayé de se tenir face au monde pour expliquer que nous avions le droit de construire un monde meilleur se sont vues tuer. On ne va pas citer les plus célèbres, mais on va continuer à dire que c'est la bêtise, parce que de toutes les façons, tout ça ne changera jamais. Ça se passera comme on a décidé. Et donc, avec ou sans ces gens, avec la violence ou pas, nous y parviendrons. Parce que de toutes les façons, je vais vous dire une chose. Dieu, lui, ne réagit pas comme les êtres humains. Quand il entend des plaintes, il fait sa propre enquête. Et je dis que très souvent, même quand Dieu prend une position, le jour où il fait sa propre enquête et il découvre ce qu'il découvre, c'est le clash. Je vais dire ça. Il dit que nous supportons jusqu'au moment où on entend toujours, oui, tel dit que tu as dit ceci, tel dit que tu as fait ceci. On dit à Dieu, il n'y a pas de problème. Continue de te plaindre de nous jusqu'au moment où tu trouveras la vérité, tu trouveras ce qu'on t'a dit, tu trouveras que c'est la vérité et en ce moment-là, tu nous donneras raison. Pas parce que Dieu ne sait pas, mais parce qu'il y a des gens qui sont parvenus à masquer leur faute par la faute d'autres personnes. Ça veut dire que ces personnes-là, comment vous expliquer? En fait, elles vont masquer leurs erreurs par les erreurs d'autres personnes. C'est-à-dire qu'au lieu de se tenir avant pour assumer ce qu'elles font, en fait, elles vont essayer de masquer leurs erreurs en faisant croire que c'est telle personne qui a fait parce que elle n'est pas capable de faire ça, alors ce sont d'autres personnes. En fait, bref, donc pour dire ça, on espère que la situation à Haïti va changer et que les choses vont mieux se passer. Surtout la paix va régner sur ce territoire et que n'oublions pas, parce que maintenant si on se met à citer, on cite Haïti, on cite Goma, on cite je sais pas, tous ces pays là, comment dire, oui, la situation du Soudan, on cite je sais pas, on remonte un peu plus dans le nord, on cite la situation de l'Ukraine, la Russie, et tous ces endroits où on ne rencontre que de la destruction. N'oublions pas la Palestine, qui aujourd'hui subit une division terrible et occasionnée par la domination d'Israël. Je vous ai cité récemment sa présence au Cameroun. Vous savez, le cas du Cameroun, c'est vraiment un cas qui m'alarme beaucoup. C'est pas parce que que je sois née au Cameroun, non, non, pas du tout. Mais c'est parce que, vous voyez, c'est là qu'on remarque
vraiment que l'être humain est cruel. Parce que imaginez-vous le Cameroun. C'est un pays, voilà, le président Biya, lui, il se dit, bah, moi j'ai envie de trouver des personnes pour me garder, qui soient des personnes surqualifiées, parce que n'oublions pas qu'au Cameroun, le président Biya a rencontré beaucoup de contestations, donc ayant peur de prendre En fait, c'était même pas la peur, je crois que, oui, je crois que le président Paul Biya a voulu avoir une armée forte. On entendait avant, les Israéliens sont les plus forts, ils ont l'armée la plus grande au monde, ils ont fait blablacar. Et donc, le président Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu employer, quand on parle d'employer, c'est la vérité. Vraiment, il faut mettre les mots il faut mettre les mots justes dans le contexte. En fait, le président Biya a voulu employer des Israéliens. Comprenez-moi, il a voulu employer des Israéliens pour l'aider pour le garder. Même pas pour l'aider, pour le garder, le protéger. Ça veut dire que c'était des employés qui avaient signé un contrat de salarié pour garder le président Biya. Sauf que, comme vous avez vu sur le site internet Courrier International, on nous a expliqué que les Israéliens règnent en maître. Ils sont au pouvoir au Cameroun. Bon, on se dit, quel est le rapport entre être employé et être au pouvoir? Donc, en plus, ce sont les mercenaires qu'on trouve, les mercenaires israéliens au Cameroun, les mercenaires de Prégogine, c'était le nom que je cherchais au Mali, les mercenaires alors, j'ai même découvert qu'il y avait des mercenaires au Congo, au Rwanda. J'ai été sur Internet, j'ai cherché, et très vite l'information, je ne l'ai plus retrouvée. Mais j'ai trouvé aussi ça, que l'armée même israélienne était au Congo et dans plusieurs pays. Bon, sauf que comme je savais déjà leur présence en Afrique, la plupart du temps, quand ils sont dans un pays, il y a un problème. Et que, je vais vous dire une chose, moi, Dieu nous dit souvent, meurs pour la cause de la vérité. Et ça, c'est la vérité. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que comme j'ai découvert que Israël était au pouvoir au Cameroun, que son armée était au pouvoir au Cameroun, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est la traîtrise la plus haute qu'on puisse connaître. Il dit que on emploie quelqu'un pour garder un pays, il vient te dominer, alors que on sait très bien que pendant longtemps, Israël s'est cru maître du monde. Il a décidé de devenir, je sais pas, le chef du monde. On lui demande, mais qui t'a demandé? Qui t'a dit de devenir le chef du monde? Pourquoi? Tu gères qui? Tu gères qui et comment? Montre-nous les résultats des plateaux que tu gères. Montre-nous. Ça dit que sors-nous un pays dans lequel tu es allé et qui a la paix. Si tu nous sors un pays, nous, on te dit, ok, il n'y a pas de problème. Montre-nous le pays. Non seulement Israël, il faut reconnaître, c'est un des pays juvéniles par rapport à tous les pays dont il se croit maître. Mais de plus, il faut quand même reconnaître une chose. C'est qu'une dynastie comme celle du Cameroun, c'est une vieille dynastie, c'est une dynastie antique qui ne devrait pas être détrônée. Et donc, par des mécanismes de domination, surtout parlant de ce nouveau changement, ce nouveau renouvellement dont ils cherchent tant à me remplacer par une personne, je ne sais pas qui, moi je n'ai aucun problème. Personnellement, voilà mon rêve. Mon rêve, c'est avoir un job, voilà, continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. J'écris, j'aimerais faire mes conférences, j'aimerais parler de la parole de Dieu que j'utilise depuis des années. Et donc, ça, c'est ce que je veux faire. C'est pas autre chose. Donc, moi, ce que je veux, c'est justement ça. Porter le message de Dieu à la hauteur la plus élevée. Parce que j'ai envie que les failles que d'autres ont causées dans la société, pouvoir les réparer. Parce qu'il y a droit à une réponse sociale. Maintenant, je ne vais pas faire n'importe quoi. S'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est celle-là. Je ne vais pas faire n'importe quoi, tout simplement parce que je dois porter un message divin. Bon, bref. Donc, j'étais en train de dire que mon rêve, c'est celui, donc, de faire ce que je fais et en même temps de pouvoir, comment dire,
faire, faire du shopping, m'occuper de moi, faire plein de choses qui me plaisent. Moi, c'est que depuis des années, je ne vis plus que pour les gens. Je ne vis plus que pour ce monde dans lequel on a tant envie de me faire comprendre qu'il faut me l'arracher des mains pour donner à qui que ce soit. On va leur demander, mais supposons que cette histoire soit vraie, mais vous allez aborder quel sujet? Voilà, c'est ça. Vous allez aborder quel sujet? Quel est le sujet que vous voudriez aborder? Vous allez traiter quel sujet qu'on n'a pas déjà traité? Vous allez travailler sur quoi? Vous allez expliquer quoi? La seule chose qu'il y a, c'est regarder aussi cette façon d'agir qui est juste... Voilà, c'est aussi encore de la haute méchanceté. Voilà, de la haute méchanceté. Et moi, je dis toujours, et je continue de dire, c'est que je salue toujours les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont protégé, qui m'ont apporté leur soutien pendant ce travail chaotique que je fais. Et donc, je n'oublierai jamais de leur dire à quel point j'ai une ferme reconnaissance. J'ai dit, le moment où Dieu apportera ses grâces, qu'ils puissent penser à ces personnes, parce que c'est ultra important de penser à elles, parce qu'elles aussi, elles ont contribué à ce travail. Donc, lorsqu'on était en train de citer les espaces de la paix à travers le monde, j'ai bien dit plateau, non pas par code et par couleur, mais parce que ça me paraît beaucoup plus logique, vous voyez, que de dire espace. Bon, espace. Donc, moi, j'aime bien interpeller les plateaux de la paix. Ça me paraît beaucoup plus logique, ça n'a rien à voir avec les codes et les couleurs, c'est juste ma façon de parler. Et donc, comme j'ai souvent dit et que je le redis, moi je discute et que vraiment, si ça c'est un autre combat qu'il faut mener, moi je vais mener ce combat jusqu'à preuve du contraire pour discuter l'utilisation, l'emploi de la langue dans son contexte le plus juste. Il est hors de question de chosifier la portée linguistique. Parce qu'on a envie de nous faire croire qu'en utilisant tel mot, tu vas dire ceci. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez illogique. La langue, elle est apprise à l'école. Non pas pour être employée dans des contextes complètement dérisoires, mais pour être employée dans sa plus ferme, dans son plus ferme contexte pour nous égayer, déjà de par l'ouïe, mais pour nous apporter aussi une audition qui sonne, en fait, qui tonne et qui palme une justice, une justesse linguistique. Et il y a des linguistes qui ont passé des années à travailler sur les langues à travers le monde. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que puisque tu as dit ceci, c'est cela, puisque tu as dit cela, c'est ceci. Il arrive des moments où, lorsque j'écris, je change des mots, parce que ça me semble beaucoup plus... L'intonation, elle est plus forte. Et je me dis, bon, on va essayer de monter le volume. Voilà. C'est ça. De monter le volume pour apporter une réponse beaucoup plus cohérente quant à la compréhension même du contexte qu'on veut amener. C'est clair pour moi. Donc, s'il y a des gens qui se cachent derrière je ne sais plus quoi pour entendre ce que j'ai à dire et dit, puisqu'elle a dit ça, c'est ça, moi je leur dis, moi je parle la langue française et moi j'ai été souvent à l'école. Souvent à l'école, moi j'ai été première de la classe. Souvent à l'école, j'ai eu... de très très belles notes en dictée, en dissertation. Donc, je n'ai pas envie que les gens viennent m'apprendre à parler la langue. Je l'ai apprise à l'école dans un contexte juste et je vais l'employer dans un contexte juste. Je vous jure, si c'est mon combat, je vais le gagner celui-là. Parce que s'il y a bien une personne qui connaît l'importance de l'apprentissage de la langue, c'est moi. Je n'ai pas eu des très bonnes notes parce que à l'école en français, parce que j'étais rentrée à la maison, j'ai dit je sais tout, je comprends tout, même si j'avais une certaine facilité de l'apprentissage, mais non, la langue, je l'ai toujours discutée. Anecdotiquement parlant, je vous expliquer ce qui m'est arrivé en CM2. Alors, en CM2, j'avais un directeur d'école. C'était un moment où on préparait les certificats d'études et le concours d'entrée en sixième. Parce qu'au Cameroun, il y a le certificat d'études, donc comme le brevet, le bac, peu importe, c'est le diplôme qui nous envoie, qui nous fait sortir l'école primaire pour entrer au collège.
Et donc, avec le concours d'entrée en sixième, en fait, c'était un concours qu'il faut passer pour entrer en sixième. On peut avoir le certificat d'études, mais rester quand même en CM2 parce qu'on n'a pas eu le concours. Il y a des parents qui préfèrent sortir leurs enfants et les mettre dans des établissements privés. Mais pour mériter l'établissement public comme nous, qui sommes entrés à l'établissement public, en fait, il faut passer le concours d'entrée en sixième. Donc, notre directeur d'école, bon, comme ils ont tué tout le monde, en fait, je vais dire paix à son âme, notre directeur d'école, qui était un homme incroyable, en fait, il nous avait demandé de venir à l'école tous les samedis matin pour travailler un peu avec lui, pour nous aider à préparer ces diplômes-là, ces examens. Et donc, un matin, lui et moi, en fait, nous sommes en pleine correction. J'étais en CM2, hein, j'étais en CM2. Et donc, je me souviens que nous sommes en train de faire la correction. Et donc, en ce moment-là, il corrige, il fait la correction. Donc, il avait rendu les copies parce que il avait rendu les copies. Et moi, je crois qu'il m'avait mis 19 sur 20. C'est la note qu'il m'avait donnée. Et donc, bon, moi, je prends ma note. Je dis, mais pourquoi il me met 19 sur 20? Et je prends ma note et puis j'attends. J'attends. Et après, je regarde, il est en train de copier son texte et il écrit antilope avec 2 P. Parce que moi, j'avais écrit antilope avec un P et lui, il a écrit antilope avec 2 P. Naturellement, dans la langue française, ça se comprend. En fait, oh là là, bon, le mot m'échappe. C'est une consonne qui est placée entre 2 voyelles. Et donc, pour lui, c'est logique. Allez, que quand tu écris enveloppe, Philippe, ainsi de suite, c'est normal. Mais sauf que il y a les exceptions qui font la règle, comme antilope. Antilope s'écrit avec un P. J'espère que je ne me trompe pas. Je ne vais pas me prendre une colle. Parce que les linguistes, ils vont dire, on va entendre ce qu'elle va raconter, cette dame, et puis ils ne vont pas me faire de cadeaux. Donc, je lui dis, mais monsieur, mais antilope s'écrit avec un P. Je crois que c'était ça, ou 2 P, peu importe le sens. Et donc, je dis ça pour ne pas me tromper, pour pas que vous me fassiez une colle. Parce que souvent, je vois la critique. Les gens, il y a des pubs à la télé où je sais que parfois, je coupe une phrase et j'enchaîne avec une autre logique. Mais dans ma tête, en fait, ça suit son chemin. Mais vous, face à la vidéo, il arrive des moments où vous ne comprenez pas toujours. Vous dites, mais vous ne trouvez pas qu'elle a coupé cette partie, elle a enchaîné avec autre chose? Et après, si vous écoutez très bien mes vidéos, je reviens sur le contexte après. Parce que dans ma tête, ça fait un cheminement. Bon, bref. Donc, lui, il écrit comme ça. Et donc, il termine, il donne des explications. Je lève le doigt et je dis, mais monsieur, excusez-moi, hein, mais il y a un problème. Il me dit, oui, Akemdom, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, mais vous m'avez enlevé un point alors que c'est pas logique. Antilope ne s'écrit pas comme ça. Alors le prof, notre directeur d'école, qui se dit, mais je comprends pas, mais c'est pas grave si c'est un point. J'ai dit, si c'est grave, si j'ai trouvé, j'ai trouvé. Je vous rassure, j'étais en CM2. Et quand je dis CM2, j'étais pas... Aujourd'hui, je suis corpulent, j'ai toujours été maigre, mais très, très, très maigre. Alors, quand je m'imagine, je me mets à rigoler. Et donc, vous savez très bien que souvent, les directeurs, quand ils recopient au tableau, ils appellent un élève qui fait la dictée. Donc, lui, il n'a pas besoin de regarder, il connaît. Parce que, bon, les directeurs d'époque, c'était des gens qui avaient vraiment été à l'école. Et il me dit, non, non, mais non, c'est pas juste. Et donc, je lui dis, il me dit, non, c'est normal. Je lui dis, non, c'est pas normal. Parce que non, non, pas du tout. C'est pas ce qu'il fallait. Il fallait écrire antilope comme ça. Je crois que c'était avec un P, hein, je crois. Parce que c'est quand même une exception qui fait la règle. Et il regarde comme ça. Il me dit, ah oui, non, mais c'est vrai. Et il me dit, ah oui, bon, d'accord. Mais Akamdom, tu sais, compte tenu de la note que tu as déjà eue, je crois que c'est déjà une très, très bonne note, donc je ne dois pas te donner plus que ça. Et je me suis énervée pendant tout le temps. J'étais très, très énervée. Et alors, moi, je dis ça de façon anecdotique pour dire que si en CM2, je m'étais confrontée à mon maître d'école, à mon directeur d'école pour lui expliquer, pour lui parler de la langue. Moi, je tiens à la langue française. C'est une langue qu'il faut protéger. Protéger des mécanismes de domination, des rouages
de la torsion de la langue et, et de la friperie complètement froissée qu'on veut apporter au visage même de la langue. La langue, elle n'est pas ridée parce que elle est toujours nouvelle. La langue ne porte pas un âge, même si son poids est lourd, même si son pouvoir, son potentiel revêt une certaine grandeur. Donc, nous devons être en capacité de défendre le contexte linguistique que nous portons pour faire de notre argumentaire un verbiage très puissant. Bon, bref, donc je parlais de ça. Et donc, c'était pour dire que quand alors, je viens sur mon sujet, vous voyez que je n'ai pas oublié. Donc, c'était pour vous interpeller afin de vous dire que, vous voyez, que la délinquance dans le monde aujourd'hui est une question qui, je ne vais pas rigoler parce que là, ça devient très sérieux. C'est la vie des gens qui en découle. Et donc, ça, c'est vraiment très, très sérieux. La délinquance aujourd'hui dans le monde crée énormément de problèmes. De part et d'autre, les personnes ne sont pas capables de se défendre seules. Quand je regarde aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies que j'ai citée tout à l'heure, je sais qu'au sein de l'Organisation des Nations Unies, il y a toujours des assemblées pour discuter des problèmes d'autres pays. Comme moi j'ai cité dans le livre et que j'expliquais que dans les organisations comme les Nations Unies, très souvent, les anciens dossiers viennent recouvrir les nouveaux et donc, en fait, les strates de dossiers se créent, ainsi de suite, au point, parce que les dossiers, les problèmes sont très nombreux, et donc, au point de déséquilibrer complètement une étude profonde des dossiers qu'il fallait traiter. Je sais qu'il y a des priorités à l'ONU, mais comme moi j'explique dans le livre, et c'est beaucoup plus, l'explication est plus étayée, je vais dire que quand on prend par exemple le cas du Niger, qui est un pays pauvre, et que depuis des années, le Niger rencontre toujours les mêmes problèmes, on se dit comment est-ce que l'ONU traite les questions de la pauvreté dans le monde? Est-ce qu'on pense que le Niger, par exemple, est un dossier, la question du Niger est un dossier délaissé par l'ONU? Mais non. Mais seulement face à nous, nous avons vu la dégradation des mœurs au Niger, comme dans de nombreux pays, comme à Haïti, parce qu'il faut quand même nous dire que jusque dans les années 2010, Haïti, c'était un pays qui était calme. Seulement après ces années, après les séismes, on connaît un peu le mécanisme des séismes aujourd'hui à travers le monde entier, comment ça se passe. Après tous ces séismes répétitifs, les pluies vaudourisées, ainsi de suite, en fait, Haïti est devenu un déboire sur une seule partie. C'est quand même ça qui est fou. Et qu'on peut constater que lorsqu'un séisme survient sur un territoire, ça peut aussi se répandre. Mais sauf que c'était du côté où il y avait les taudis et puis il fallait les supprimer. J'ai souvent vu des reportages où on voyait certains côtés de la logique qui n'étaient pas forcément touchés, mais très souvent ça a été du côté où les personnes étaient pauvres, voilà que c'est arrivé. Moi je trouve ça, voilà, moi je trouve dénigrant, très très dénigrant, de devoir vivre ce type de problème dans un monde dans lequel tout le monde peut s'enrichir. Vraiment, je vous dis la vérité. C'est, voilà, quand on pense à la souffrance des personnes dans le monde, très souvent, on s'interpelle pour nous dire pourquoi tant de haine? Pourquoi? On vous pose la question, pourquoi tant de haine? On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas pourquoi vous détestez les gens. Voilà, ouais, c'est ça qui est terrible. Donc, quand on regarde la dégradation de nombreux pays, d'ailleurs même des climats politiques tels que ceux qu'on a connus récemment entre la Palestine et Israël, on va s'en rendre quand même compte que ce sont des problèmes qui ne sont pas nouveaux. Ce ne sont pas des éléments nouveaux. Et c'est à ça que j'interpelle l'ONU. Je leur dis, mais comme moi, faisons le constat. Ce ne sont pas des questions nouvelles. Interpellons le cas de la Russie et de l'Ukraine. Nous ne sommes pas sur une nouveauté ou encore une sorte de modernité comme l'on voudrait nous faire entendre dans notre monde actuel. Et donc, ce ne sont pas des questions nouvelles.
évoquons un peu une question nouvelle qui est venue nous surprendre. On va dire que la question du Soudan aujourd'hui, qui est une question soudanaise, est une question que nous pouvons interpeller de questions nouvelles. Mais les crises politiques qui perdurent sur le plateau international depuis des années sont quand même des crises politiques qui sont connues et qui sont sues depuis de dizaines d'années, des décennies. Nous ne pouvons pas nous permettre ce laxisme d'esprit selon lequel peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour travailler sur des dossiers, ainsi de suite. Mais je crois que dans le monde entier, et c'est ce qu'on a suggéré dans le livre que je suis en train d'écrire, si l'ONU demande des volontaires, vous travaillez même au sein même des bureaux de l'ONU, l'ONU trouvera toujours. Ce qui est dommage sur le volontariat, c'est que les personnes se succèdent et les dossiers ne sont pas forcément suivis. Mais ce que nous proposons, c'est que je sais que dans des bureaux, et je sais sûrement qu'à l'ONU c'est déjà fait, mais j'en parle parce que, voyez-vous, les questions que j'évoque actuellement, ce sont des questions qui perdurent et qui ne sont pas traitées. Prenons un peu le cas de la rébellion en Centrafrique. C'est une rébellion qui dure depuis des années. C'est une question qui n'a pas été traitée. Or, c'est une question qui devait être traitée et clôturée, non pas comme une question d'urgence, mais comme un problème planétaire qui devait nous apporter une réponse juste évidente pour nous aider à avancer voilà, sur les dossiers, sur les problèmes qu'on rencontre le monde entier. Et donc, je peux évoquer certaines crises que nous connaissons, que je ne suis pas forcément en train de contextualiser actuellement. Oui, interpellons la question des Papouas. Les Papouas d'Australie, ce sont des personnes qui vivent dans un contexte dérisoire. C'est un peuple aujourd'hui, les Papouas, qui sont rejetés, qui sont dans des bidonvilles, dans des quartiers complètement abjects, qui sont alcoolisés, c'est-à-dire ils sont alcoolisés, on les alcoolise pour qu'ils perdent la raison et qu'ils ne défendent pas leur terre. En plus, ils ne défendent pas l'Australie. Ils défendent une portion de terre pour pouvoir y vivre. Ils défendent un droit de vote où on sait très bien qui sont les personnes qui sont en Australie aujourd'hui. Voilà. Et on remarque une fois de plus une similitude politique avec des pays comme le Cameroun, comme le Congo et comme ceux que je suis en train de citer actuellement. Si vous ne me croyez pas, regardez la composition du gouvernement et vous allez réussir à comprendre ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas, comme on dit, moi, je ne fais que relater les faits que je connais. Seulement, les Papouas, aujourd'hui, vivent dans des mangroves. Ils sont obligés de quitter leur ville, leur village pour aller vivre pour aller vivre au bord des eaux, pour fuir l'oppression qu'on a trouvé sur des plateaux comme la Palestine, où on voyait des mamans comme ça qui étaient face au squelette de leurs enfants qu'on avait déterrés et qu'on était en train de leur présenter comme ça. Vous voyez, ça c'est quelque chose, vous voyez, moi j'en suis subjuguée. Donc si j'interpelle l'ONU sur la question, c'est demander à l'ONU, mais pourquoi existe-t-il tous ces problèmes qui perdurent? N'avez-vous pas de solution? Ne trouvez-vous pas de solution? Ou encore, il y a un problème il y a un problème c'est pas un traitement de problème. Moi, je peux pas remettre l'ONU en question. C'est une institution qui est très ancienne et que je salue sa force malgré la difficulté. Je connais les difficultés de l'ONU. Nous émergeons actuellement dans un contexte à la fois politique et c'est même pas une logique. On peut même plus appeler ça de logique, mais on peut appeler ça de destruction qui sévit dans le monde entier. Mais je crois que la question de l'ONU, c'est même pas une question de priorité, mais c'est d'abord une prise de conscience sur le fait de traiter des dossiers de fond. Nous proposons une chose, et je pense que ça existe déjà, mais je vais réitérer. Si par exemple à l'ONU, il existe des cellules spéciales, pas des cellules qui traitent, est-ce que vous avez traité la question de la violence, est-ce que vous avez traité la question de l'escroquerie, est-ce que vous avez traité la question des guerres, est-ce que vous avez traité les questions de l'escroquerie, enfin j'ai déjà dit, les questions de domination, est-ce que vous avez déjà traité les questions des élections, est-ce qu'un seul bureau ne peut pas faire tout ça? Qu'importe la puissance que vous avez, qu'importe le pouvoir que vous soyez l'ONU ou pas,
Mais s'il y a des cellules spéciales limitées à un certain nombre de traitements de dossiers sur un nombre de pays, je vais prendre l'exemple pour dire ce que je dis ici. Si par exemple à l'ONU, il y a une question sur une partie de l'Afrique et il y a un bureau spécial qui s'occupe uniquement de ces problèmes. Et là, lié à la délinquance, vous réglez tout le problème. Et dans un autre bureau, il y a un autre bureau qu'on va appeler cellule, comme vous voulez, qui s'occupe des questions de violence dans certains pays ou sur certains continents, limité à un nombre de pays, et dans d'autres, et sur un autre, et dans d'autres cellules, dans une autre cellule, que soient traités, par exemple, les problèmes je sais pas, de domination quelconque. Moi, je crois que, ou de pauvreté, les questions, je crois que l'ONU parviendra rapidement à résoudre les problèmes. Les dossiers de l'ONU, moi, tels que je les imagine, sont... Allez, là, c'est le Niger. Bon, allez, c'est plus une question du temps. Ici, il y a plus de morts. Donc, en fait, il faut faire des trucs, c'est ça. C'est pas ce qu'il faut faire. Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut traiter les dossiers de fond et les classer, passer à un autre dossier et le suivre. Qu'est-ce qui s'est passé avec la question de Haïti? On ne dit pas que la question de Haïti n'a pas été traitée. Ça a été traité, sauf que c'est un dossier qui n'a pas été suivi. L'ONU a traité la question de Haïti, il a résolu le conflit. Mais le problème, c'est qu'il... même subventionné. Mais on a vu la réaction. C'est que quand les problèmes ne sont pas suivis, ils ressurgissent parce qu'il y a comme ça des gens qui se cachent derrière les problèmes pour les faire rebondir. Voilà. Donc, c'est un peu ça la réalité. Donc, moi, c'était ma suggestion. Et je crois que la question de la délinquance que j'ai interpellée, que l'ONU puisse apporter les forces au pays pour que chaque pays puisse lutter contre la délinquance. Et comme je disais, un rafle collectif, un rafle individuel qui deviendra collectif, entrer dans chaque maison, chercher chaque délinquant, entrer dans chaque clan, encercler tout un clan de guerre et entrer dans la maison, rechercher les délinquants jusqu'à les retrouver. Moi, je crois qu'on réussira à apporter la paix. Vous savez, moi, quand je dis ça, il y a de nombreuses personnes qui se disent « Karine est contre nous ». Mais les gens me connaissent. En fait, ces personnes ont appris à me connaître. Je subis des répressions pour rien, mais en réalité, je ne devrais pas les subir. Je vais vous expliquer. Ce matin, je regardais les informations. Je ne vais pas vous dire sur quelle chaîne, parce que vous avez le droit de regarder les informations sur la chaîne que vous voulez. Je regardais les informations et il y a une entreprise minière qui, comme ça, veut aller s'implanter sur une zone en Afrique pour faire une exploitation. Bon, dès que vous entendez ça, vous allez dire « Waouh, ils vont tuer combien de personnes là-bas ?» Oui, mais d'accord, mais bon, n'exagérons pas, j'en viens. Nous sommes en train de progresser et nous allons y parvenir. Donc, ils arrivent sur cette zone et ils vont voir la population. Ils négocient avec la population. Voilà. Aussi simple soit-il. Ils voient la population, ils disent à la population, voilà, écoutez, nous allons nous implanter sur ce secteur. Le gouvernement nous a donné son accord, mais nous avons envie de négocier avec vous pour que vous puissiez vous déplacer sur une autre zone. Alors moi, pour la première fois de toute mon existence, que depuis qu'on crie, on clame au désastre, on hurle, on dit exactement la même chose depuis très longtemps, j'entends une dame qui dit, ben oui, compte tenu du montant que j'ai obtenu, en fait, ça m'a permis de me déplacer sur une autre zone et d'acheter d'autres terres. C'est vrai que nous n'aurons pas toujours la même productivité, mais ça nous a permis de nous implanter à d'autres espaces, d'acheter une autre plantation pour pouvoir cultiver, c'est-à-dire la continuité de la vie. Il faut quand même connaître. Et cette dame complète à dire, c'est vrai que nous ne voulions pas quitter notre maison, mais nous l'avons fait parce que la négociation était viable pour tout le monde. Et vous voyez, c'est ça qu'on demande depuis le début de ce travail qu'on a fait. On demande le respect mutuel. Il n'y a pas plus compliqué dans la vie, je vous rassure. Allez, pour moi, qui suis commerciale depuis des années, mon expérience dans le domaine n'est même plus à dire. Mon pouvoir de commercial n'est même plus à...
à discuter quand vous rencontrerez n'importe lequel de mes collègues, que ceux que j'ai connus en travaillant dans des grandes entreprises qui sont cotées en bourse. Ils vont vous dire, la première des choses dont on pense de moi, c'est Karine, elle est très croyante, c'est une commerciale hors pair. Ça, c'est la vérité. J'ai formé des commerciaux qui sont passés de « Ah, je ne sais pas trop ce que j'allais dire » à « Je sais ce que je dois dire. Je suis face à un client, je ne fais pas n'importe quoi. » Dans le commerce, il n'y a pas à mentir. Il y a des gens qui ont passé leur temps à raconter des histoires à des clients, mais il ne faut pas leur mentir, il faut leur dire la vérité. Parce que ce n'est que de cette façon qu'on réussit à travailler avec des gens. Naturellement, pour conclure parfois des affaires, voilà, on se dit on va trouver une astuce parce que là, on va rater une affaire. Mais comment faire? Mais ce sont des mouvements comment dire, ce sont des négociations, des pouvoirs de négociation dont on a dans nos mains pour conclure les affaires. Mais quoi qu'il en soit, il est arrivé des moments où même j'ai changé de stratégie et je suis quand même parvenue à faire mes affaires de la façon la plus correcte. Je vais vous dire, il n'y a pas de moment dans la vie où notre adrénaline monte tellement quand on gagne une partie. Les gens qui vont comprendre le monde des affaires, le jour que ces gens vont comprendre que c'est une formule gagnant-gagnant, ces gens vont réussir à asseoir cette voracité de la domination et vont commencer à vivre avec d'autres. Parce que justement, la question même de la négociation tient du fait que tu veux quelque chose et moi je veux quelque chose. Quel est le compromis? Et vous arrivez à trouver un compromis. Parce que une chose, c'est une chose. Je ne parle pas des personnes, hein, parce que les personnes ont des choix, font des choix. On ne peut pas dire, toi, tu veux une personne, je veux une personne, comment on fait? Non, non, les gens font les choix qu'elles veulent. Voilà, on ne peut pas obliger une personne n'est pas une chose. Bon, bref. C'était pour mettre un éclaircissement sur ce que je disais. Donc, j'étais en train d'expliquer que lorsque on est face à une négociation, il n'y a pas un meilleur moment dans notre vie pour gagner ou pour être satisfait qu'au moment où on négocie. Regardez, cette entreprise minière qui arrive à cet endroit, qui négocie avec la population ne part pas en disant « ils sont maudits, ils sont à jamais maudits, ils vivront sous le mal, ils feront que ceci ». Non, ils sont contents, ils s'en vont. Ils se disent « ok, c'est pas très grave, on a perdu notre terre, mais on travaille ici. C'est aussi pour le bien, pour le développement de la population. » Maintenant, employer des personnes, leur donner des salaires décents pour qu'ils soient aussi contents de travailler dans des entreprises comme ça et puissent construire leur vie. Franchement, ça sert à quoi de travailler avec des gens qui le soir chez eux ne peuvent même pas se chauffer, qui le soir arrivés chez eux le soir grelottent, qui arrivés chez eux le soir boivent de l'eau salée alors qu'il y a des gens qui utilisent des milliards pour dominer d'autres personnes. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être un dominant milliardaire au milieu d'un chaos? Ça ne sert à rien du tout. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que oui, les choses peuvent paraître simples ou encore compliquées, mais il n'y a rien de compliqué dans le commerce. Voilà, il suffit d'entendre l'écho du marché, apporter une mise, et puis apporter sa mise, et puis voilà, ainsi de suite. J'ai déjà cité cela, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, moi, je disais ça, et de plus en plus, on a vu cette dégradation dans le monde, qui est une dégradation qu'on ne comprend pas, la dégradation des mœurs qu'on ne comprend pas. Il n'y a rien de compliqué dans le commerce. Donc, je dis ça, je ne sais pas s'il y a un autre sujet. Comme ça, vous n'allez pas me dire que, voilà, on n'est pas trop au courant de l'histoire. Parce que, oui, les pubs, je vois les pubs, les interventions, je les vois, je prends en compte. Je les prends en compte, je vous ai expliqué, je vous ai toujours dit que moi, j'étais une de ces personnes qui adorent la critique. J'adore la critique. J'adore la critique. Il n'y a pas un moment donné dans la vie où on vous offre un meilleur cadeau que la critique. Vous voyez les gens aujourd'hui qui font des plans pour venir détruire ma maison, qui ont creusé des tunnels sous ma maison pour faire ceci ou faire cela chez moi. Moi, je vais leur dire, moi, je fais ma prière le soir quand je vais dans mon lit pour dormir et puis c'est tout. Je ne demande rien à personne et c'est comme ça que je me conduis tous les jours. Voilà, c'est tout. Donc, Dieu, moi je dis toujours une chose, moi j'appelle toujours Dieu et je mets toujours Dieu devant parce que de toutes les façons, la personne qui dit la vérité, ce ne sont pas les menteurs, mais c'est moi, je dis la vérité. Je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas en train de contourner une sorte de logique, non, ce que je dis, pourquoi vous m'écoutez? Mais parce que ce que je dis vous semble juste, non pas parce que vous n'êtes pas dans des dogmes qui me contestent,
Bien sûr, la plupart du temps, ce sont même des personnes qui sont dans des dogmes contradictoires qui m'écoutent. Mais ces personnes comprennent quoi? Finalement, c'est quand même vrai. On peut porter une autre logique sur le monde malgré la critique. Malgré la critique. C'est pas parce que, regardez les parents comment ils réagissent. Parce que ceux qui disent on va aller lui faire ceci, ce sont des personnes qui sont sur la plus haute démagogie qui n'ait jamais existé. Chez eux, quand leur enfant fait quelque chose, comment ils se conduisent? Ils punissent l'enfant. Ouais, ils le mettent au coin. Ils disent voilà, tu vas au coin. Mais nous, voyez, nous, quand on est en train d'expliquer qu'il y a des choses que l'on fait et des choses que l'on ne fait pas, eux, ils vont se dire ah, on va aller lui faire ceci. Alors que il faut regarder comment ces mêmes personnes réagissent quand leur enfant fait quelque chose qui n'est pas correct. Comment ils font? Ils le mettent au coin. Vous voyez, ça c'est la vérité. Ils le punissent. Pourquoi ils punissent leur enfant? Mais parce qu'ils veulent que leur enfant ne recommence plus. Parce qu'ils veulent que leur enfant ne fasse pas ce qui n'est pas bien. Mais moi, si je dois leur dire la vérité et je dois leur dire que les mots qui sont les miens, je ne les achète pas, ils me viennent tout seuls. En fait, ils vont faire un clan pour venir me détruire, mais en sachant. Ce qui est fou, c'est ça. C'est qu'ils savent qu'ils sont dans la démagogie la plus pure. Mais ils le font quand même parce que c'est plus fort qu'eux de voir une autre personne faire mieux. En fait, ces personnes sont comme ça, en fait. Bref, pour dire ça, donc, j'étais en train d'expliquer que de plus en plus dans le monde aujourd'hui, au-delà des plateaux de guerre, de délinquance, de la violence, le poison est devenu le distributeur de boissons. C'est-à-dire que bientôt, ils vont afficher, on va enlever les distributeurs de boissons fraîches ou chaudes, ainsi de suite. On va nous afficher distributeurs de poison. On va voir ça bien affiché. Vous voulez un peu de poison? Venez en prendre une canette de poison. Une bouteille de poison, je sais pas, un gobelet poison, peu importe ce que vous voulez dire, ou encore, je sais pas, une assiette de poison. Bientôt, il y aurait des restaurants spéciaux poison. Non, mais bon, des fontaines à poison. Disons plutôt ça. Ne trouvez pas que ce soit anecdotique. Bientôt, dans notre monde, ici, il y aurait des zones qui seront encerclées parce que ces zones seront invivables tellement il y a des avions qui passent et qui déversent des produits chimiques à ces endroits pour tuer une personne. C'est ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que parfois, je suis dehors, chez moi ici, il y a des avions qui passent comme ça et ils crachent des trucs. Et sincèrement, je peux vous dire que... ouais, je connais la question que vous allez me poser, j'en viens. Et sincèrement, je peux vous dire que parfois, je me sens mal et je fuis. Bon, disons que je vis pas très loin de Paris, mais comme moi, j'aime bien faire les affaires, au moment d'acheter, j'avais le choix entre acheter une petite surface à Paris qui devait entrer dans mon budget ou encore me déporter un peu en banlieue et acheter un peu en banlieue. Ça veut dire que c'est une banlieue qui est collée quand même à Paris. J'ai besoin d'aller à Paris. Bon, disons que si je change de pays, je ne serai plus à côté de Paris. Non, je n'irai plus à Paris, mais bon, c'est pas comme ça. Parfois dans la vie, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Et donc, je vis à côté de Paris, donc j'ai un jardin, voilà, une petite cour, une cour qui fait quand même un certain nombre de mètres carrés. J'ai un jardin sur toit, en fait. Bref, je me vante un peu, mais c'est un peu le mérite. Seulement, la maison, je l'ai mis en vente. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Bon, bref, c'est vraiment, il n'y a rien à rire dans cette vidéo, mais comme anecdotiquement, j'ai envie un peu de détendre un peu l'atmosphère, je vous dis que parfois, quand je suis dans ma cour, je vois des avions passer et qui crachent des trucs. Genre, je parie que si aujourd'hui, ils viennent faire des tests de l'air ici, dans cette ville, ils vont voir ce qu'il y a, ils vont se dire, c'est juste incroyable. Et vous allez me demander, mais comment tu fais pour vivre avec tout ça? Moi aussi, j'ai mes petites astuces. D'abord, ma première astuce, c'est papa avait notre Dieu, pour commencer. Donc, moi, j'ai confiance en Dieu. Je ne vous dis pas qu'il ne me punit pas. Parfois, il se fâche contre moi. Il n'est pas content parce que les accusateurs n'arrêtent pas de m'accuser alors que je n'ai rien fait. Mais ce n'est pas un problème. L'enquête est en cours. On va savoir qui a raison ou pas. Moi, je vais leur dire, c'est moi qui aurais raison. Qu'ils aillent m'accuser devant Dieu à dire, à cause d'elle, on a fait ceci. Non, mais moi, non. Je vais leur dire, l'accusatrice, ce n'est pas moi, ce sont eux. Donc, on attend le verdict. Ce n'est pas un problème. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent jusqu'à arriver à l'endroit où ils veulent. Mais moi, je suis tranquille dans mon coin.
Parce que quand on a évoqué la question du Cameroun, ils se sont mis à scander, à raconter ceci, mais il n'y a rien de faux là-dedans. Parce que le climat qui se déroule aujourd'hui au Cameroun, c'est le même climat partout. Donc, quand on a aujourd'hui des villes empoisonnées, quand on a aujourd'hui des espaces empoisonnés, des commerces dans lesquels presque tous les produits sont empoisonnés. Je vous ai parlé du thé que j'ai acheté récemment. Au lieu que ce soit du thé, c'était de l'acide. J'ai des problèmes de digestion depuis que j'ai pris ce thé. En fait, bref. Donc, c'était pour vous dire que depuis très longtemps, je clame. J'hurle au désastre. Et je me dis, mais attendez, les industries pharmaceutiques qui sont là pour gagner de l'argent peuvent fabriquer des tests de poison. Combien de fois j'en ai parlé? Combien de fois j'ai demandé vraiment la possibilité de nous fabriquer ces tests de poison? On parle des produits qui sont des produits du quotidien qui rapportent encore plus d'argent. Ils vont nous dire, oh, ce n'est pas assez rentable. Mais les éthylotests qui permettent aux personnes de tester leur taux d'alcoolémie, pourquoi ça rapporte de l'argent? Mais tout simplement parce que ce sont des produits du quotidien qui s'utilisent. Encore pire, dans un monde dans lequel de millions de personnes meurent parce qu'ils sont empoisonnés, parce qu'elles sont empoisonnées chaque jour. On cherche à les tuer, à les décimer, à les détruire, parce qu'on n'a plus du contrôle sur eux. Ouais, parce que comme on n'a plus de contrôle sur eux, alors on se dit, bon, il faut les détruire, il faut les dégommer. Et donc, il suffit qu'on nous donne des tests de poison pour que nous puissions les utiliser quand on mange un aliment. Il suffit de mettre le test de poison, que ce soit en forme de thermomètre, que ce soit en forme de test comment, que ce soit juste par scan ou par quoi que ce soit. Il suffit qu'on sache ce qu'on mange dans nos assiettes pour être en santé. Mais pour ça, les laboratoires de recherche doivent nous fabriquer des tests. Parce que souvent, certains laboratoires de tests sont financés quoi? Par le contribuable. Si ces personnes peuvent se dire, ah oui, bon, le cas de Karine est isolé. Je leur ai dit il y a des années que mon cas n'était pas isolé. Et aujourd'hui, il y a des enfants à travers le monde entier qui boivent du lait infantile empoisonné. Alors, s'ils ne veulent pas faire pour moi, ils le font au moins pour ces enfants. C'est compliqué de fabriquer un test de poison qu'une maman, une fois qu'elle a terminé de fabriquer le lait, de préparer le biberon de son enfant, qu'elle verse quelques gouttes pour savoir si l'enfant peut boire ou pas. Vous ne trouvez pas que vous sauverez des vies et que ça vous aiderait un peu à gagner, beaucoup d'argent? Vous allez nous dire, ah oui, non mais on va se focaliser sur ceci. Focaliser sur quoi? Vous ne voulez pas gagner de l'argent? Regardez combien rapporte le marché des préservatifs. Dans le monde entier, ça rapporte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ce sont des produits du quotidien. On vous demande pas de fabriquer un scanner. On vous demande de fabriquer un produit du quotidien qui va vous rapporter plus d'argent. Pourquoi? C'est une volonté de ne pas le faire. C'est une volonté de voir des enfants être empoisonnés, des personnes âgées dans des EHPAD qui sont empoisonnées tous les jours pour des vengeances dont on ne sait pas. Les cantines dans lesquelles les nourritures sont empoisonnées. C'est quoi que vous voulez? Vous voulez que tout le monde meure avant que vous ne vous levez pour dire, ah, finalement, pour fabriquer un texte comme celui-là, ce n'est pas un problème. Vous êtes capable de fabriquer des tests d'empoisonnement qui identifient de dizaines de produits anormaux, de produits dangereux pour la santé, avec un seul test. Pourquoi vous ne faites pas? Je ne sais pas, c'est volontaire ou quoi? Il faut absolument que nous puissions comprendre cette réalité selon laquelle il faut faire ces tests-là pour nous sortir de la guerre des empoisonnements. Et vous allez encore plus vous enrichir, c'est quoi? Vous voulez vous enrichir partiellement? Le monde entier achètera ces tests. Vous serez encore riche parmi les riches, mais vous sauverez des vies. Ça, c'est une véritable fierté, c'est une véritable évolution. Donc, c'est ce que je demande ça. Ce n'est pas pour jouer. Vous voyez, moi, quand j'achète aujourd'hui même une bouteille de vin, bon, j'explique. Bon, très souvent, je ne bois pas d'alcool. Mais il arrive des mois comme ça, j'ai déjà expliqué. Donc, tous ceux qui me suivent savent. Mais bon, il arrive des mois comme ça où j'achète un peu de vin. Donc, non, du champagne. J'adore le champagne. J'aime boire le champagne. C'est trop bon. En fait, bref, j'aime le champagne. Donc, récemment, j'ai été faire des courses dans un magasin de la place. Donc, ce samedi-là, où j'avais eu très froid. J'ai acheté, j'ai trouvé, je passais au rayon du vin. Je dis, oh, je vais regarder s'il y a des vins dans lesquels il n'y a pas d'alcool. Et je découvre qu'il y a des vins 0% d'alcool. Waouh!
où je me suis dit, quoi, ça existe? Alors, ce qui est fou, c'est que ce n'était pas simplement du vin, hein, 0% d'alcool. Il y avait non seulement du vin, il y avait aussi du champagne et il y avait aussi un vin blanc, mais tout ça sans alcool. Bon, j'ai acheté tout ça. Moi, c'est pas un problème d'acheter. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis une grosse consommatrice. Je mange pas n'importe quoi, n'importe comment. Il fut un temps, je mangeais presque 100% bio. Mais ce que je vais dire, c'est que quand j'achète ces produits aujourd'hui, je me sens plus en sécurité. Voilà. Je suis plus en sécurité. Quand j'arrive chez moi, j'aurais voulu qu'on me dise, voilà, achète tout un sachet de tests de poison. J'arrivais chez moi, bah, je sors un test, et puis bam, je regarde le vin, c'est bon, ça m'a détecté tout, je bois. Mais je boirais, mais vraiment, toute ma bouteille. Il n'y a pas d'alcool. Seulement qu'on sent vraiment le goût du vin. Et moi, pour les gens qui veulent tester ce vin, moi, je leur conseille, très bon, mais il faut le laisser un peu dehors pour que l'azote, je crois que c'est l'azote que ça, en fait, pour que ça prenne la température ambiante. Mais sinon, c'est bon. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus épicé. Voilà, vous voyez qu'ils mettent un peu des épices pour relever. Mais bon, vous pouvez l'utiliser pour faire du vin cuit ou ainsi de suite. En fait, c'est ça. Il est très bon. Moi, je vous conseille de boire du vin sans alcool. Très bon. Ce sont des bonnes alternatives économiques qui peuvent apporter des solutions. Voilà, si quelqu'un a trop bu du vin, il se dit je veux quand même du vin, il peut boire du vin sans alcool. Il y a quelques années, quand on réclamait cela, les gens nous faisaient croire que c'était impossible. Regardez, ça existe. Et plus tard, ça va se développer. Il y aurait des vins comme ça sans alcool avec un peu d'épices pour relever un peu le goût, ainsi de suite. Pourquoi ne pas mettre quelques épices? Moi, j'ai pensé un peu au clou de girofle pour rajouter un peu dans certains vins pour relever le goût. Il est un peu fade, mais ça va. Voilà, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est pas possible. Personne ne peut. Donc, on fait avec ce qu'on a. En fait, bref. Donc, j'étais en train de dire ça. J'ai peur de boire ce vin. Parce que moi, je me dis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous voyez? C'est important de parvenir quand même à mesurer le rapport que les gens ont aujourd'hui avec des produits. Quand on sait que récemment, c'était des laits qui étaient interpellés, des sucres qui étaient retirés des rayons de supermarché, et que récemment, samedi encore, j'ai vu des laits où il y avait une étiquette « Ce produit est en cours de retrait », ainsi de suite. Mais vous réalisez un peu ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les êtres humains sont confrontés à une sorte de délaissement de la société dont on ne comprend pas. Il n'y a pas de logique à ça. Et donc, ce que j'interpelle n'importe qui à faire, c'est vraiment de mesurer cette importance-là de la vie, quoi. De ne pas se dire, tel cas était un cas isolé. Il y a quelques années, si ces gens m'avaient écouté, s'ils n'avaient pas écouté la mauvaise voix, c'est qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Et je continue d'insister dessus, parce que la situation ne va pas en s'améliorant. Fabriquez-nous des tests de poison pour qu'on ne soit plus empoisonné. On n'a pas besoin de boire de l'eau empoisonnée. Récemment, il y avait de l'eau empoisonnée dans les commerces. Mais pour stopper ces scandales, il suffit des tests de poison pour que, voilà, on veut boire quelque chose, on met là, voilà, tel produit est toléré, tel autre n'est pas toléré, ainsi de suite. Et puis voilà, on continue, on vous enrichit, mais en ayant une sorte de santé. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, on ne veut pas plus de problèmes que ça. C'est ce qu'on demande. En fait, je passe sur un autre sujet. Je crois que je suis restée quand même sur le même sujet et que je l'ai terminé. Et donc, vous n'allez quand même pas me faire une pub disant bonjour, est-ce que vous voulez utiliser cet habit En fait, je voulais parler en fait de la situation. J'ai vu la pub, elle est trop marrante. Mais bon, bref. C'est pas un problème. J'adore la critique et je tiens compte de la critique. Donc, je voulais parler également. En fait, c'est pas que je parle également, c'est la suite logique de ce que je dis. Parce que quand nous rendons compte qu'aujourd'hui, tous les enfants sont partout dans le monde entier en train sont dans la rue. Je crois que c'est le président malgache, Ange Rajoelina, qui a dit que les personnes qui manifestaient aujourd'hui, c'est la génération TikTok. Bon, je crois que lui, ce qu'il a oublié, en fait, il n'a pas oublié. Moi, j'ai écouté son discours qui était un discours très mesuré. On demande à ce qu'il démissionne. Bon,
C'est un peu le cas partout, hein, que ce soit dans n'importe quel pays. J'ai dit il y a quelques années que ce n'était pas un cas isolé. Et quand les gens vont commencer à me comprendre que mais finalement, elle a raison, ce n'est pas, c'est elle qui a raison, ce ne sont pas les menteurs qui ont raison, c'est moi qui ai raison. En fait, bref, donc c'était pour vous dire que quand on a entendu son discours, certaines personnes auraient pu se dire oui, ce sont des argumentaires politiques, mais non. C'est scandaleux ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est scandaleux, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui regardent la télé et qui voient les images. Mais moi, quand je regarde la télé, je vois autre chose. Ces personnes qui étaient en train de manifester, c'était nos enfants. Une vingtaine, les personnes âgées qu'on voit là-bas ont été tuées, décimées, détruites, pour ne pas apporter une vision différente. La génération qu'ils ont appelée génération Jones, tuer les vieux pour garder les jeunes. Ça a quel sens? Les enfants à Madagascar qui étaient en train de manifester, moi je me rappelle, moi à leur âge, au lieu d'être à la rue, moi je ne m'occupais pas de ça. C'était des personnes plus âgées qui s'en occupaient. À leur âge, moi j'étais au ciné, moi. J'étais au cinéma. Tous les films que je connais, mon attachement avec le cinéma, ça vient de ma jeunesse. À cet âge, j'étais dans un café avec mes potes en train de jouer au flipper, en train de jouer au baby-foot, en train de jouer à un jeu de société. À cet âge-là, j'étais un anive avec mes potes. À cet âge-là, j'étais à une matinée de jeunes pour danser comme ça, faire du rap, du hip-hop. À cet âge-là, j'étais dans un jardin en train de me promener avec mes copines. J'étais dans un groupe en train de parler avec mes amis et d'en rire. À cet âge-là, j'étais chez des copines et puis on s'était vautrés comme ça dans leur salon, dans leur cuisine, en train de raconter nos histoires, de faire du maïs, d'en manger, de partager, griller des grains et manger des grains et manger ensemble. À cet âge-là, j'étais partout sauf à la rue en train de manifester. À cet âge-là, qu'est-ce que des enfants comprennent? La vie, c'est une formation, une expérience qui s'obtient à travers tout le travail qu'on fait. Ce n'est pas tous les jours qu'on se lève et on décide de défendre une idéologie. On va me dire, ces enfants-là peuvent commencer, mais ils ne sont pas formés pour ça. Ils doivent grandir. Je ne sais pas si vous avez vu les rues à Madagascar, c'était des enfants qui avaient du mal à s'exprimer. On les voyait naturellement qu'ils parlaient d'un sujet, ils portaient un sujet. Mais où est la force de l'esprit là-dedans? Où est la réalité là-dedans? Où est la vérité là-dedans? C'était des bébés, ce sont nos bébés qui étaient à la rue en train de manifester. Ce sont nos enfants. Où on aimerait, moi, à cet âge-là, je veux dire, ma maman, paix à son âme, n'aurait jamais voulu que je me retrouve à la rue en train de manifester. Qu'est-ce que ma maman m'aurait dit? Qu'est-ce que tu fais là? Va te promener, va avec tes copines, va quelque part, t'as même pas où aller. Ou encore, je sais pas, va chez un tailleur mesurer tes vêtements, va quelque part. À cet âge-là, on ne doit pas être à la rue en train de manifester. À cet âge-là, les enfants doivent essayer de grandir, de mûrir, d'être à l'école. Nous ne sommes pas en train de parler d'une question étudiante. Parce que si la question était simplement liée à leurs études, on comprendrait qu'ils soient à la rue. Mais on parle d'un mouvement politique où les enfants se lèvent pour demander à un gouvernement démissionner. Ils ont grandi quand? Ils connaissent quoi quand? Quand aujourd'hui ces enfants s'éduquent seuls. Parce que les personnes âgées ont été tuées. Parce qu'empoisonnés. Dégommés. Parce que ça les arrange. Franchement, quand de nos jours, nous sommes face à une réalité qui effraie, nos bébés sont à la rue en train de manifester. Nos enfants sont à la rue en train de je sais plus, de défendre des positions dont on ne comprend plus. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Et que, il faut quand même être dans le sursaut. Peut-être qu'on voudrait nous empêcher de penser comme ça. Peut-être qu'on voudrait nous empêcher de réagir. Mais ce sont quand même des problèmes qui viennent de quelque part. Et
je ne veux pas assujettir cela à une formulation politique, mais de nos jours, les contestations sont devenues tellement fortes que on en rencontre, on en trouve partout. Et ça, c'est ce qui est illogique. Prenons le cas aujourd'hui de la France. Tout le monde sait ce qui s'est passé. En une année en France, il y a eu plusieurs premiers ministres. Moi, je vais appeler les gens qui passent leur temps à discuter, à dénigrer le nom de ces premiers ministres-là, en leur disant, mais ils n'ont pas été nommés à ces postes-là parce qu'ils étaient idiots. Mais tout le temps, ça a été obligatoirement des personnes qui revêtent une qualification pour obtenir ces postes-là. Quand vous les citez, moi je les connais tous, quand vous les citez, vous allez me dire que lequel n'a pas le bagage nécessaire pour mener à bien un pouvoir ministériel. Vous allez me dire que c'est lequel? Parlons-en. Citez, vous qui passez le temps à insulter ces ministres-là, à les traiter de ceci ou de cela, interpellez-moi celui, vous allez trouver incompétent. Lequel? Peut-être que parmi eux, j'en sais rien, mais tous revêtent quand même une capacité à gouverner. Or, ils se sont tous retrouvés bafoués. Pourquoi? Mais justement parce que c'est ce que je dis. C'est que de nos jours, nous sommes face à une requalification de la vie. Qu'importe le ministre qui sera à la place, qu'importe celui qui va venir, qu'importe le bagage politique qu'il a, il ne tiendra pas. La raison est simple. C'est que l'esprit qui gère le monde actuellement, c'est un esprit dont nous ne sommes pas capables de comprendre. Je vous rassure, il y a quelque chose qui se passe dont on n'arrive pas à cerner. Pourquoi est-ce que ces ministres-là ne tiennent pas? Pourquoi ils ne restent pas? Pourquoi ils sont bafoués? Alors que on aurait pu simplement nous dire, c'est un ministre et c'est tout. Mais oui, c'est parce que la domination a mis en place une sorte de dénigrement de l'être humain qui permet qu'aujourd'hui, les gens soient complètement des personnes qui ne peuvent plus revêtir un respect. Personne n'est respecté. Il n'y a plus de respect nulle part. Et quand on regarde la qualification de tous ces premiers ministres, de ces anciens premiers ministres, et puis on remarque à quel point ces personnes ont travaillé à l'école. La plupart du temps, ce sont des personnes qui se sont investies très tôt en politique. Ce sont quand même des personnes, c'est donc des idéaux politiques qui portent des arguments, qui portent des idées les plus justes et les plus fiables pour conduire la société vers une réussite. Or, ce sont des personnes aujourd'hui qui sont bafouées, insultées, dénigrées. Il n'y a plus de respect dans la société. Il n'y a plus de respect. Les gens, en voulant dominer la société, ont apporté un esprit de rébellion. Il y a quelque temps, il y a certains ministres, quand ils arrivaient au pouvoir, les gens disaient, ah oui, bon, ils vont rester. Mais de nos jours, il faut juste la bénédiction de Dieu. Sinon, n'importe quel ministre arrivera, n'importe quel premier ministre qui sera nommé, rencontrera exactement le même problème. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui domine, qui crée des problèmes. Bon, récemment, vous étiez en train de me dire que, en fait, il y a plusieurs personnes qui me contestent. Bon, moi, je vais vous interpeller. On respecte qui où? L'absence du respect est partout. Partout où on trouve, dans n'importe quel endroit. Prenons les cas les plus essentiels. Dans les écoles, on parle de l'école de la vie, les enfants ne respectent plus leurs profs. Dans les hôpitaux, il y a des médecins maintenant qui sont des médecins qui sont là, non pas pour soigner, mais qui sont des médecins pour tuer. Les gens se font empoisonner dans les hôpitaux. Il y a des médecins qui sont formés pour détruire d'autres personnes, détruire les élites, tuer les élites afin de les dominer. Prenons un peu le cas aujourd'hui dans des commerces. Avant, on disait le client est roi. Aujourd'hui, c'est le client qui va supplier la personne qui le renseigne. Bon, disons que c'est un contexte qui est discutable. Prenons le cas aujourd'hui dans la rue. Les gens ne se respectent plus. Avant, un enfant, pour parler à un monsieur, s'arrêtait, il enlevait son chapeau et il lui parlait. Il enlevait son chapeau et il lui parlait. C'était du respect. À notre époque, c'était comme ça. Les personnes apprenaient du respect. Donc, on prend le cas où en politique. Prenons le cas en politique aujourd'hui.
aucun politicien n'est respecté. Dans aucun pays. C'est-à-dire que le titre même de président de la République, dont tant de gens convoitent, aujourd'hui, est un titre qui est dénué de sens. Pourquoi? Parce que l'absence de la logique a imposé sa dogme au sein de nous et c'est en train de nous détruire. Et tout à l'heure, j'étais en train d'évoquer la revendication linguistique pour dire, au fur et à mesure qu'on doit vous dire de poser un mot dans tel contexte et non pas dans tel autre, pour vous annoncer, c'est très bien. Mais seulement avec le temps, cette dégradation de la langue doit connaître un certain dénigrement et petit à petit, c'est comme ça qu'on doit passer dans une défaillance linguistique et les gens vont se dire, ah, on n'aurait pas dû. Oui, on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Donc, moi, je reste là face à toutes ces réponses pour vous dire, en fait, à l'interpellation du sursaut qui est le mien, pour vous dire que ne pensons pas qu'il y a un miracle qui va venir gérer la société. Il faut simplement que les gens parviennent à avoir cette résilience d'esprit pour se dire, mais où va le monde? Parce que je veux bien, moi, qu'on raconte n'importe quoi. Je veux bien qu'on me dise n'importe quoi. Mais on voit même dans des pays de la rébellion, les pays qui ont été divisés aujourd'hui, séparés, enlevés de la CEDEAO, là-bas, les présidents ne sont pas respectés. Le titre de président aujourd'hui, c'est un titre qu'il y a des gens qui l'ont dénigré. Vous voyez? Ils se sont arrangés à faire une campagne de dénigrement. Un peu le style porte à porte. Ce sont des personnes méchantes qui elles vont se dire, certains parmi eux vont se dire, ah oui, non, mais on est très gentil avec elles, mais ces personnes mentent. Elles racontent n'importe quoi. La campagne de dénigrement est simplement ample. C'est simplement parce que quand on dit la vérité est trop forte pour être détruite à jamais, non. La vérité est une bravoure et l'excellence au milieu de la manipulation. Donc, je peux comprendre que les gens disent « personne ne veut plus d'elle, elle va se retrouver seule, elle va se retrouver ceci ou cela ». Mais moi, je veux bien que ces gens qui voyagent de pays en pays avec mes livres, avec mon travail, avec ce que je fais, puissent se remettre en question et se dire ce qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est son travail à elle, à moi. Et donc, il n'y a pas à utiliser mon travail pour gagner de l'argent et pour se faire des noms et m'insulter parce que je suis au courant. Je suis au courant, ou encore écrit des livres je sais pas comment expliquer, très éphémères, et partir raconter des histoires aux gens parce qu'on va se positionner sur ce que j'ai dit et changer juste un peu des mots pour que ça ne se ressemble pas. Moi, je trouve que c'est, vous voyez, moi, c'est, comment dire, pour moi qui écris pour aider d'autres personnes, j'aimerais simplement que les gens qui se greffent sur ce que je fais ne puissent pas utiliser mes mots pour gagner de l'argent et venir m'insulter. Je demande le respect et je réclame le respect. Voilà. Qui ont dit oui, tant qu'elle n'entre pas dans un code et une couleur, il ne faut surtout pas lui ouvrir la route. Mais moi, je leur dis une chose, c'est que moi, je n'ai pas besoin En fait, je n'ai pas besoin de ces menteurs, de ces gens. Moi, je n'ai pas besoin d'elles. Moi, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que tout le monde s'en est rendu compte. Que les personnes qui mentent, ce sont elles. Ce n'est pas moi qui mens. Parce qu'avec le temps, je suis parvenue quand même à dire la vérité. Et d'ailleurs, regardons ce qui se passe. Ces personnes sont celles qui m'ont le plus contesté au début de ce travail. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout le monde est confronté à une réalité qui n'est même plus simplement la mienne, mais qui est une réalité qui se propage. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vais simplement leur dire la petitesse avec laquelle on peut dénigrer non seulement un message divin, mais en plus, porter à commérage ce qu'on dit, alors qu'en réalité, ces personnes savent que la plupart du temps, et je dis la plupart du temps majoritairement, mes mots ne sont pas faux, puisque mes mots, je ne les cultive pas. Mes livres, les mots me viennent seuls. Donc, je n'ai pas besoin d'aller les chercher dans un ordinateur. C'est l'ordinateur céleste qui m'envoie les mots. Donc, à un moment donné, je veux bien que ces gens regardent, elle a parlé de ci à telle minute. Ça veut dire, moi, je vais leur dire, franchement, dégagez de ma route. Voilà. C'est tout.
Quand moi j'ai découvert la situation du Cameroun, j'ai été subjuguée. C'est-à-dire qu'on est capable dans une société d'employer une personne et devenir un problème. Prenons un cas. Prenons tous les ministres, les premiers ministres à la France. On les va les prendre. Je crois que chaque premier ministre est venu. Il est parti, il n'y a pas eu de problème. Il a dit, ok, bon, c'est le pouvoir, moi je me case. Mais il y a eu quelques ministres qui ont été nommés premiers ministres. Mais il a suffi pendant quelques temps que ces gens soient ministres pour croire que non seulement ces gens étaient des ministres, mais ils étaient aussi devenus des présidents. Je vous rassure, c'est un truc de fou, un truc incroyable. Quand on a vu ces personnes réagir, on s'est dit, mais attends, tu as été nommé, tu pars comme tout le monde. C'est pas la peine que tu viennes t'agripper à un pouvoir comme si tu devais être obligé d'y rester. Non, tu pars comme tout le monde. Si tu restes, tu restes pas. C'est quand même... Ouais, c'est ça l'esprit. L'esprit où, voilà, tu tends la main, on te prend le bras. C'est ça qui est terrible. Et ces gens sont allés jusqu'à dire, on était tranquille, c'est elle qui est venue nous déranger, c'est elle qui est venue nous faire ceci. Mais moi, je leur dis, moi aussi, j'étais tranquille dans mon coin. Rappelez-vous, j'étais mariée, j'avais une vie, j'avais une famille, j'avais tout. C'est pas moi qui ai détruit ma famille. Ce sont eux dans les esprits de domination qui ont détruit ce que j'avais. Donc aujourd'hui, moi, je peux pas, je n'ai rien à leur, je sais pas comment dire, je n'ai rien à demander. Je n'ai même pas à leur donner des justificatifs. Vous réalisez un peu. Moi, on me crée des problèmes et en fait, on se victimise. C'est quand même ça qui est assez illogique. Et moi, la question du Cameroun, c'est une question qui est restée là. Moi, hors de question que j'avale cette histoire. Elle m'est restée à la gorge parce que c'est la preuve selon laquelle, dans ce monde, la gentillesse comme ça peut parfois nous apporter des faiblesses. Il y a des gens qui sont gentils et qui se retrouvent vraiment dans des problèmes alors qu'elles ne devraient pas. Vous savez que sur Internet maintenant, je m'en suis rendu compte de quelque chose sur les réseaux sociaux. En fait, ils vont vous apporter par exemple un titre d'une vidéo. Par exemple, ils vont dire I don't want you again. Regardez, ils vont faire une vidéo. Écoutez-moi bien, ils vont nous envoyer une vidéo où le titre c'est I don't want you again. Et donc toi, dans ta tête, tu vas lire ça et avec le temps, tu vas dire, ah, le problème c'est que s'il y a des gens qui lisent ce qu'on connaît, parce que maintenant ils lisent des idées sur les ordinateurs, ils vont se dire, ah mais elle a dit ça, ça veut dire, en fait ce sont des personnes qui se sont hissées sur la place de la manipulation. Et bien moi, vous voyez, je trouve ça idiot. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je trouve que le respect n'est pas compliqué, mais il suffit de vouloir. Moi, quand on m'a parlé quand j'avais évoqué la question de la nationalisation, tout le monde m'a dit non. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique. Et là, c'est vraiment une question qui est importante. On a vu les manifestations aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a plus de casse, il n'y a plus des brigands à la rue, il n'y a plus des méchants. Maintenant, il y a des manifestations pacifiques. Les gens ne cherchent plus à détruire d'autres. Ils font des réclamations qui sont pacifiques. On est d'accord. Mais parce qu'à un moment donné, face à toute cette contestation politique, on dit, les gens quand ils viennent dans des pays d'autres personnes, ne viennent pas pour casser, mais pour les aider à mieux mener leur pays. Or, regardez un peu le cas de la France. Nous, qu'est-ce qu'on a dit au président Macron? On lui avait dit une chose. On lui avait dit, faut pas d'immigration de cette façon. L'immigration est connue. Faut respecter les formules de l'immigration. On nous a dit quoi? On nous a dit qu'on